propagande est proférée en français, ce clip notamment particulièrement menaçant. Vos têtes vont tomber. Wallah, vos têtes vont tomber. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Mon infiltration commence sur Twitter. Je me crée un profil pour entrer en contact avec des pro-djihad et même, je l'espère, avec des djihadistes qui sont déjà en Syrie, dans les rangs du groupe État islamique. J'ai un avantage, je parle arabe, je suis musulman, je comprends les références religieuses qu'ils utilisent. Cela va m'aider à entrer en communication plus facilement, à partager leurs discussions, leurs codes. Je prends un nom d'emprunt pour des raisons évidentes de sécurité. Et de la même manière, vous ne verrez pas mon visage. Durant 2 mois, je me suis construit un profil de parfait sympathisant du groupe État islamique. Je suis des personnes qui soutiennent ouvertement l'organisation terroriste sur leur compte. Je reçois et relaye leurs propos et leurs images pour être crédible. À partir de ce moment-là, je reçois des vidéos encore plus violentes, encore plus nombreuses. Au fil des semaines, en me faisant passer pour un jeune musulman qui se pose des questions sur sa religion, j'arrive à entrer en contact direct avec certains d'entre eux. Ils sont tous anglophones, comme Abdi. Il m'envoie des messages tous les jours. Très vite, il m'incite à quitter la France. Il me propose de continuer notre discussion sur une messagerie cryptée pour échapper aux services de renseignement. Là, son discours devient plus radical encore. Il affiche clairement son dégoût de l'Occident et de la France en particulier. C'est pas trop dur de vivre sur la terre des mécréants? Abdi se fait passer pour un grand connaisseur de l'islam qui veut m'enseigner ce qu'il pense être la vraie religion. Et à chaque fois, il me martèle qu'il faut que Partir en terre d'islam est une obligation pour toi, mon frère. Au bout de seulement 3 jours de discussion, il pense m'avoir convaincu de rejoindre la Syrie. Il m'indique la marche à suivre. Je te donnerai un numéro de téléphone et le mien lorsque tu seras à Istanbul. À ma grande surprise, il ne demande aucun renseignement personnel, aucune preuve de mon identité. Il me conseille simplement de faire une escale avant de... et surtout de ne pas prendre de bagages. Mon enquête va prendre une autre dimension. Je me décide à faire le voyage jusqu'en Turquie en suivant toutes ces indications. Cette fois, je suis dans le rôle d'un candidat au djihad. Je m'attends d'abord à être contrôlé à l'aéroport. J'imagine que mon activité sur Internet a été repérée, que le lien entre mon pseudonyme sur les réseaux sociaux et ma véritable identité a été fait par la police. Pourtant, mon passage en douane est une simple formalité. Je transite par Rome, personne ne me porte attention. Et j'arrive finalement sans encombre en Turquie, à Gaziantep, une grande ville industrielle d'1,5 million d'habitants, à 1 heure de route de la Syrie. C'est le passage obligé pour tous ceux qui veulent rejoindre les rangs de l'organisation terroriste. Je m'installe dans un hôtel, le temps de recontacter Abdi. Mais il ne répond pas à mes messages et je n'aurai plus jamais de ses nouvelles. Mon recruteur aurait-il été tué? L'armée jordanienne vient alors de bombarder des positions du groupe État islamique en représailles à l'assassinat d'un de ses pilotes, brûlé vif. Cette hypothèse est probable puisque l'activité de son compte Twitter s'est arrêtée du jour au lendemain. Après 2 jours sans nouvelles, je retourne sur les réseaux sociaux et je relance mes contacts. Il ne faut que 5 minutes avant qu'un nouveau message ne me parvienne. On me demande d'appeler un numéro et de suivre des instructions. Vous m'entendez? Ne réponds qu'aux questions que je te pose. Ne me demande rien d'autre, ok? Ok. L'homme refuse de me parler en arabe. C'est lui qui fixe les règles. « 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« Je suis seul. Voilà ce que tu dois faire.
Tu vas aller à Urfa. Merci beaucoup. Tu comprends? Oui, j'ai compris, mon frère. Une fois que tu seras à Urfa, rappelle-moi à ce numéro. Et à ce moment-là, je te donnerai un autre numéro. Ok. Est-ce que je peux aller dès demain à Urfa? Demain? Oui. Je viens juste d'arriver de l'aéroport. Laisse-moi te rappeler, d'accord? Merci beaucoup. Je pense donc devoir rejoindre Urfa, la dernière ville turque avant la frontière avec la Syrie. Mais un autre homme me téléphone avec de nouvelles consignes. Il faut que tu prennes un taxi. Oui, je prends un taxi. Note le numéro que je te donne maintenant. Ok. 8, 5, 9. 8, 5, 9. Tu donneras ton téléphone au chauffeur de taxi et on lui donnera l'adresse où se rendre. Ce soir ou demain? Maintenant. Tout s'accélère. J'improvise un dispositif de sécurité. Je monte dans un premier taxi, tandis que le caméraman et un assistant me suivent dans un deuxième véhicule. Nous ne savons pas où le taxi m'emmène. C'est mon contact sur Internet qui lui indique l'adresse par téléphone. Bonsoir, mon frère. J'ai la personne avec moi. Même s'il est évident que je ne compte pas suivre le recruteur de l'État islamique jusqu'en Syrie, je veux le rencontrer pour vérifier si l'organisation terroriste est bien présente sur le sol turc. Nous roulons dans la nuit. Il nous faut une vingtaine de minutes pour rejoindre en périphérie de la ville. Pour ma sécurité, je cache la caméra. Mon taxi rappelle l'homme pour lui dire que nous sommes sur place. Allô? Nous sommes au point de rendez-vous. D'accord, dépose-le là-bas. On arrive. On est sur la route. Il arrive dans 20 minutes. Ok. Je suis prêt à attendre, mais l'homme me surprend en arrivant immédiatement. Il veut que je le suive, mais je fais semblant de ne pas comprendre. Il insiste et refuse de me dire où il veut m'emmener. La discussion se tend. Go, 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 go. Please go. Le chauffeur de taxi de quitter les lieux précipitamment. He's a man to Daesh. Je ne réponds plus à ses nombreux appels et nous roulons longtemps à travers la ville pour avoir la garantie de ne pas être suivis. Go, 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 go. Ce qui était virtuel il y a quelques semaines encore, devant mon ordinateur, est devenu réalité ce soir. En quelques jours, j'ai pu me faire recruter par le groupe État islamique. L'organisation terroriste a bien étendu son réseau hors de Syrie et d'Irak. Je ne m'attendais pas à être prise en Turquie. Des Français qui ont fait ce parcours, il y en a plus d'1 millier. Les hommes que je vais rencontrer connaissent bien leur profil. Ce sont des résistants syriens, originaires de la ville de Raqqa, le siège du groupe État islamique, bombardé dimanche par la France. Ils vivent cachés en Turquie, car leurs têtes sont mises à prix par les islamistes. Ils ont créé un site internet pour dénoncer les conditions de vie imposées par le groupe terroriste. L'un des leurs a déjà payé de sa vie ce travail de résistance. L'État islamique, c'est un cancer. Ce n'est pas une idéologie. Sur leur site, de nombreux articles font référence à ces combattants étrangers, notamment les Français, sur lesquels j'enquête. La plupart des membres de l'État islamique sont arabes. D'Arabie saoudite, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Mais il y en a beaucoup qui viennent aussi d'Europe, de France, d'Allemagne. Et ce sont eux les plus radicaux, les plus violents. Les Européens seraient donc les membres les plus violents, les plus fanatiques du groupe État islamique.
Je ne peux pas me rendre en Syrie pour le vérifier. Les journalistes étrangers y sont kidnappés et exécutés. Je rentre donc en France, sans être inquiété, alors que je viens d'être en contact avec le groupe terroriste. Mais grâce au travail d'un journaliste syrien, l'enquête se poursuit quand même en Syrie, dans la région d'Alep, à proximité de la ville d'Azaz. Stratégique car la ville se situe à 8 km de la frontière turque. Il y a 2 ans, la région a été pendant plus de 6 mois sous le contrôle du groupe État islamique. Aujourd'hui, la zone est libérée, alors les gens parlent. Mais sous couvert d'anonymat, dans la crainte de voir ces hommes revenir. Ils racontent comme les cadres composés exclusivement de Belges et de Français leur ont imposé une interprétation extrémiste de l'islam. Les combattants de l'État islamique qui sont venus étaient français ou de nationalité européenne. Ils sont venus ici nous imposer leur vision de l'islam alors que nous avons grandi dans cette religion depuis notre plus jeune âge. Ils sont venus nous imposer une religion qu'ils ont inventée. Mais leur religion n'a rien à voir avec l'islam. On traite des crimes. Oui, beaucoup de crimes. Français. Bien sûr, les Français. Il y avait des Français. Et c'était eux les plus violents envers nous. Et ce n'est pas le seul à le dire. D'autres témoins que nous allons rencontrer parlent aussi de la violence extrême des Français. Ce jeune homme a vécu de près les exactions du groupe islamiste, ici même à Azaz, pendant plusieurs mois. Ici, il y avait un barrage de l'État islamique. Et c'est ici qu'il y a eu l'un des pires massacres perpétrés dans la ville. Ils ont posé 6 têtes, juste ici. Et comme toutes les portes de la ville étaient fermées, sauf celle-ci, tout le monde était obligé de voir les têtes coupées. Le but, c'était d'effrayer les gens et d'affirmer la puissance de l'État islamique. Ce n'est pas un arabe qui a fait ça. C'était quelqu'un qui venait d'Europe. On l'appelait le Français. À chaque fois qu'il coupait des têtes, ses compagnons jouaient au foot avec. Nous avons eu accès à cette vidéo. Des Français et des Belges s'amusent à se filmer avec leur téléphone portable. C'était ici, t'es devant. Sur ces images, on rappelle une tuerie dans le petit village de Rayyan. T'as vu ça ou pas? Au sol, visiblement des civils, comme celle qui te au moment où il a été. C'est des jeunes, ça. Abou Chaïd, ce Français de 30 ans, appartient à cette brigade du groupe État